Quand on se sépare, eh bien la toute première question qui se pose, c'est souvent la plus dure. Où est-ce que l'enfant va vivre? C'est une angoisse énorme, on le sait. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'on appelle la garde exclusive. Le but, y voir plus clair, et puis aborder tout ça un peu plus sereinement. Allez, on commence tout de suite par tendre le cou à la plus grande des peurs. L'idée que la garde exclusive, ça veut dire que l'autre parent n'a plus son mot à dire. C'est tout simplement faux. C'est un mythe. En réalité, et sauf cas vraiment exceptionnel, l'autorité parentale, elle, reste partagée. Concrètement, ça veut dire que les grandes décisions pour l'enfant, eh bien, on continue de les prendre à deux. Alors au programme aujourd'hui, d'abord on va voir ce que veut vraiment dire garde exclusive. Ensuite on regardera sur quoi le juge se base pour décider, puis concrètement comment on fait la demande, et on terminera avec les droits et devoirs de chaque parent une fois que c'est acté. On y va? Alors, première étape, on va mettre les choses au clair sur les termes. C'est super important parce qu'en droit de la famille, chaque mot compte. Ce qu'on appelle tous les jours la garde exclusive, en fait, juridiquement, le terme exact, c'est la fixation de la résidence habituelle de l'enfant. Ça peut paraître un détail, mais c'est essentiel. Ça veut juste dire, on décide chez qui l'enfant va avoir son domicile principal, son chez lui. Et on en arrive au point absolument crucial, celui qu'il faut vraiment retenir. Sauf situation très très rare, l'autorité parentale reste conjointe. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que toutes les grandes décisions, la santé, l'école, la religion, etc., doivent toujours être prises à deux. La résidence, c'est le lieu de vie, pas le pouvoir de décision. Et croyez-moi, ce n'est pas juste de la théorie, les juges sont très clairs là-dessus. Retirer complètement l'autorité parentale à quelqu'un, c'est une décision d'une gravité immense. On ne le fait que s'il y a des motifs graves, un vrai danger pour l'enfant. Pensez violence, abandon, des choses comme ça. Bon, maintenant, la question que tout le monde se pose. Mais alors le juge, comment il décide? Sur quoi il se base? En fait, il y a un seul et unique guide, une véritable boussole pour lui. Et ce principe, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est ça et rien d'autre. Ce ne sont pas les volontés des parents qui comptent le plus, ni leurs disputes. La seule question qui vaille pour le juge, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour le bien-être et l'équilibre de cet enfant-là précisément? Ok, mais l'intérêt de l'enfant, c'est un peu abstrait, non? Alors, concrètement, le juge, il regarde quoi? La loi lui donne une sorte de checklist. Il va se demander comment ça se passait avant la séparation, qui s'occupait de quoi, l'enfant, qu'est-ce qu'il en dit, s'il est en l'âge de le faire, est-ce que chaque parent a la capacité de s'occuper de lui, et un point super important, est-ce que chaque parent respecte la place de l'autre? Et évidemment, s'il y a eu des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, ça va peser très. Très bien, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Concrètement, comment on fait une demande? Parce que, bien sûr, il ne suffit pas de le vouloir, il faut monter un dossier qui tienne la route. Pour convaincre un juge, les paroles, ça ne suffit pas. Il faut des preuves, du concret. Ça veut dire quoi? Eh bien, il faut montrer qu'on a une situation stable, contrat de travail, contrat de location, ce genre de choses. Les attestations de proches, la famille et les amis qui peuvent témoigner de votre relation avec l'enfant, c'est aussi hyper utile. Et bien sûr, si la situation est plus compliquée, tous les documents officiels comme des certificats médicaux ou des plaintes seront essentiels. Et parfois, le juge a besoin d'en savoir plus. Il peut alors demander de l'aide à des experts. Par exemple, il peut ordonner une enquête sociale. Là, un travailleur social vient à la maison pour voir comment ça se passe. Il peut aussi demander une expertise psychologique pour mieux comprendre la situation familiale. Il faut voir ça comme des outils supplémentaires pour l'aider à prendre la meilleure décision possible pour l'enfant. Voilà, le jugement est rendu. Et après, la vie ne s'arrête pas là, bien au contraire. La décision du juge, ce n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle façon de s'organiser. Et cette organisation, elle vient avec des droits et des devoirs très précis pour chacun. En général, comment ça se passe? Le schéma classique, c'est celui-ci. Le parent chez qui l'enfant ne vit pas a un droit de visite et d'hébergement. Le plus souvent, c'est un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Et en contrepartie, il y a le devoir de participer financièrement. C'est la fameuse pension alimentaire qui aide à couvrir les besoins de l'enfant. Et il faut bien comprendre une chose, maintenir le lien avec ses deux parents, c'est un droit fondamental pour l'enfant. Pour qu'un juge en arrive à supprimer complètement le droit de visite, il faut vraiment des motifs d'une gravité exceptionnelle. On parle d'un danger avéré pour l'enfant, ce n'est pas une décision qui est prise à la légère, loin de là. Et bien sûr, les obligations continuent pour les deux parents. Une des plus importantes, c'est l'obligation de s'informer. Par exemple, si l'un des deux déménage, il doit absolument prévenir l'autre en avance. C'est logique, ça a un impact sur toute l'organisation. Et l'obligation de base, évidemment, c'est de respecter la décision du juge, en permanence. Ne pas respecter une décision de justice sur la garde d'un enfant, ce n'est pas anodin. C'est même très grave. Le fait de refuser de ramener l'enfant à l'autre parent, ça s'appelle un délit de non-représentation d'enfant. Et la loi ne plaisante pas avec ça. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. C'est pour dire à quel point c'est pris au sérieux. Pour conclure, on voit bien qu'une décision de justice, c'est essentiel. Ça pose un cadre.
Mais le plus important, en fait, ça se joue ailleurs que dans un tribunal. Le vrai but, ce n'est jamais de gagner contre l'autre parent. Le vrai but, c'est de réussir, ensemble, à offrir un cadre stable et sécurisant à l'enfant. La vraie question, au fond, c'est celle-là. Au-delà des règles, comment est-ce qu'on arrive à communiquer et à coopérer? C'est ça le vrai défi.